Rien n'est dit en fait sur le sort de l'Ukraine. Alors qu'on... Voilà. Nous allons conclure ce passage par ces aveux de ces gens. Ni les Ukrainiens, ni les Occidentaux, et aujourd'hui, ni leurs médias ne savent ce qu'adviendra de l'Ukraine. La personne qui sait ça, c'est Vladimir Poutine. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, nous allons parler du résumé du coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Bien évidemment, c'est avec les conséquences de ce que je vous ai dit dans ma vidéo sur les bombardements qui ont repris à Gaza. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons en vidéo. Pour vous montrer à quel point c'est définitivement cuit pour les Européens qui n'ont plus d'influence, et surtout que tous ces gens-là que l'on croyait brillants avant, quand l'Europe dominait le monde, se contentaient de faire du lesbrouf en fait. C'était facile pour eux de faire leur métier parce que leurs idées dominaient celles des autres. Mais depuis que les choses ont changé, vous vous rendez bien compte que ces gens-là n'ont jamais été aussi brillants qu'on nous le faisait croire. Que sait-on du contenu de ce coup de fil? Alors, on a depuis 20 minutes des communiqués épars issus du Kremlin et de la Maison-Blanche. En résumé, rien de conclusif, sauf une cessation des frappes russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Moscou s'y engage pour 30 jours, pour le mois à venir donc. Pour la suite, Trump et Poutine sont convenus de commencer immédiatement des négociations pour aboutir à un règlement durable. Des négociations Proche-Orient, dit le communiqué, donc sûrement en Arabie Saoudite. Mais Moscou pose une condition essentielle, l'arrêt de l'aide militaire étrangère, l'arrêt complet de l'aide occidentale et l'arrêt du partage d'informations à l'Ukraine. En clair, pour cesser le combat, Poutine exige que l'Ukraine ne soit plus réarmée et qu'elle ne bénéficie plus du renseignement américain et peut-être européen, mais européen, je doute qu'elle puisse l'obtenir. Enfin, le Kremlin annonce un échange de prisonniers de guerre avec l'Ukraine dès demain. 175 prisonniers seront rendus à leur pays respectifs de part et d'autre. Voilà à peu près tout ce qu'on sait d'une conversation qualifiée par Moscou de détaillée et franche. Oui, non, ça ne veut pas dire grand-chose, je vous l'accorde, je vous vois hausser les sourcils. La Maison-Blanche insistant de son côté sur l'immense avantage d'une meilleure relation avec la Russie, phrase destinée à justifier évidemment ce qui précède, mais au moins, et par rapport à ce que je disais au début de cet édito, Trump n'a pas entériné l'annexion de la Crimée et des provinces du Donbass, du moins officiellement. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est l'intervention de Christine Ockrent par rapport à ce qui a été dit ici et surtout par rapport à ce coup de fil. Quand vous allez l'attendre, vous allez juste vous-même mesurer à quel point tous ces gens, la majorité de ces gens qui ont travaillé dans les médias que l'on a cru brillants pendant des années, n'étaient en fait que des gens qui étaient là pour faire un métier facile quand le temps était facile, et que depuis que les temps sont difficiles, ils ont du mal à comprendre dans quel monde ils vivent. Écoutez, ils reprennent même des choses qui sont inexactes, ils s'en foutent. Parce qu'ils sont habitués à mentir et qu'à personne ne les contredise sur les plateaux. Parce que s'il était allé jusque-là, alors là, ça donnait le sentiment définitif de se coucher totalement face au président russe. Oui, mais il l'avait déjà fait. Le président américain avait déjà, dans ce premier coup de fil, souvenez-vous, quand il avait brisé tout seul l'isolement, en tout cas que les Occidentaux imposaient au Kremlin, il avait dit en gros, soyons amis, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, et donc qu'est-ce que vous voulez? Ce qui était... Voilà, ces gens-là ne comprennent pas que la Russie n'a jamais été isolée. Elle n'avait pas de rapport avec l'Occident, mais elle n'a jamais été isolée. C'est symptomatique de ce que j'appelle moi-même à longueur de bouquin la désoccidentalisation du monde. C'est-à-dire le fait que le G7, c'est maintenant 40% du PIB international, que la puissance est diffusée, que la Chine apparaît comme une alternative aux États-Unis en termes de puissance. Tout ça fait qu'effectivement, on est moins pris au sérieux, on est moins craint, on est aussi moins respecté, etc. Et là aussi, le Brésil est caractéristique. Quand j'étais allé à Brasilia,
à Sao Paulo, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que tous les interlocuteurs que je rencontrais, soit dans les think tanks, soit dans les milieux officiels, soit dans le business, venaient ou revenaient ou allaient à Shanghai, ou à Pékin ou ailleurs. C'est-à-dire, nous, on n'imagine pas à quel point un espace extra-occidental, qui n'est pas forcément anti-occidental, mais qui est extra-occidental, s'est créé dans de nombreux pays du Sud. Le premier point sur lequel ces gens-là vous montrent leur médiocrité et à quel point ils ne comprennent pas le monde et qu'ils juste se contenter de bénéficier de leur position de dominant sans se soucier de ce qui se passait dans le monde. Elles croient vraiment que le reste du monde n'était pas en contact avec Russie et que la Russie était isolée. Alors que pour le reste du monde, la Russie a montré que l'Occident pouvait aller se faire. Vous finissez avec le mot que vous voulez. Et que désormais, on pouvait résister. Et surtout, que maintenant, tout le monde souhaitait que ce qui est advenu reste ainsi. Mais à l'extérieur de la sphère de domination américaine, la vision qui existe, c'est très très clair d'ailleurs dans le dernier bouquin écrit par le ministre des Affaires étrangères indien, tout le monde à part nous a la vision des États-Unis comme en déclin. Et tous les autres, dans les années de guerre, à partir du moment où ils ont vu que la Russie tenait le coup, ce qui pour ce que les Russes appellent maintenant la majorité globale, a été une sorte de divine surprise. En fait, c'est le monde qui était économiquement exploité par les Occidentaux, et le reste du monde, en fait, attend la victoire de la Russie comme une libération. Il ne voit pas du tout les États-Unis comme dans une phase ascendante. C'est extraordinaire, et Patrick vient de le souligner fort bien, évidemment. C'est la mise en scène. C'est du Netflix. De la même manière qu'on voyait Poutine tout à coup, la première fois, depuis le lancement de cette fameuse opération militaire spéciale, qu'il n'a pas réussi. Vous vous souvenez qu'il voulait conquérir Kiev en 3 jours. Bon, il n'a même pas réussi à conquérir tous les oblasts, toutes les provinces. Le mythe de que Poutine voulait prendre l'Ukraine en 3 jours a été inventé ou a été lâché par un militaire otanien. La Russie n'a jamais déclaré qu'elle allait boucler cette opération en 3 jours. La Russie, c'est qu'elle voulait, et c'est que la Russie a toujours compris, puisqu'elle a une meilleure expérience de la guerre que la plupart des pays européens, c'est que ça se finit toujours en négociation. Et c'est ce qu'elle était sur le point d'obtenir avant que les Occidentaux n'envoient leur agent, Boris Johnson, suivi par Ursula von der Leyen, pour promettre à Zelensky qu'il était le nouveau leader de la résistance occidentale face aux autocrates, comme on les appelle. Et surtout qu'ils allaient gagner sur le terrain. Et pour ça, Zelensky les a suivis, a mené son pays à ce qui est devenu son pays, a sacrifié des millions de vies ukrainiens, comme maintenant eux-mêmes ils commencent à l'avouer. Et pourquoi, pour à la fin, concéder encore plus de choses que tu n'en aurais concédé si tu aurais signé le premier accord de paix. Voilà. Et tout le monde a voulu retourner Trump contre Poutine. Et Trump a voulu jouer le jeu en leur disant que soi-disant, il pourrait sanctionner Poutine. Je ne connais pas encore les détails, mais nous discutons avec les Américains de sanctions en conséquence et du renforcement de l'Ukraine. Donald Trump annonce que des négociateurs américains sont en route pour Moscou et il a quelques menaces envers la Russie à peine voilées. Il y a des choses à faire qui ne seraient pas agréables sur le plan financier. Je peux faire des choses qui seraient très mauvaises pour la Russie. Eh bien, nous voyons qu'à la fin, il n'y a pas les moyens de pouvoir faire ça. En tout cas, il n'y a plus les moyens. Du Donbass, qu'il a néanmoins annexé dans la constitution russe. Qu'est-ce qu'il fait, Poutine, la semaine dernière? Tout à coup, il se met en treillis. Il se met en uniforme militaire, la première fois. Comme par hasard, au moment où les Américains ont suspendu le renseignement offert à l'Ukraine, en même temps que les livraisons d'armes, et il dit, ben voilà, l'affaire, la poche, tout ça, vous réglez ça. De toute façon, les Ukrainiens sont des terroristes, vous en faites ce que vous voulez. Et là, ce qui est extraordinaire dans... Si... Quand vous l'attendez, et surtout on lui laisse la place pour faire sa démonstration alors qu'elle ne raconte que conneries sur conneries, Poutine, il a fait ça,
Parce que dans les rangs de l'armée, ils savent qu'ils ont pris le dessus sur l'armée ukrainienne. Et que ce qui se discute diplomatiquement, ce n'est pas ce qui est souhaité au niveau militaire et surtout au niveau populaire russe. Les Russes ont accepté cette opération et surtout ont soutenu ça, particulièrement après ce qui s'est passé à Koursk, parce qu'ils veulent donner une leçon aux Ukrainiens. Ils ne veulent pas que les Ukrainiens n'envisagent ne serait qu'une seconde, quand ce conflit sera fini, de titiller les Russes. Et donc, ils ne sont pas prêts aux concessions que Vladimir Poutine semblait pouvoir accepter de l'Occident ou de Donald Trump. Et donc, c'est pour cela qu'il était venu en personne à Koursk montrer aux militaires qu'il était avec eux. Même si on apprendra par la suite par une vidéo que vous pouvez voir sur LCI, j'essaierai de retrouver l'image, que Poutine a ordonné, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, aux militaires ukrainiens, aux militaires russes de ne pas achever les militaires ukrainiens qui étaient en train de fuir et de les laisser s'enfuir, mais les prisonniers resteront prisonniers. Et donc, ce n'est pas une mise en scène. Entre Poutine qui vient voir son armée en s'habillant comme les gens de l'armée, et Macron et tous les Européens qui nous racontent tous les jours ici qu'ils sont capables de faire des choses, de dire des choses, de machin, de néana, et qui concrètement ne sont pas à la table de négociation et n'ont pas leur mot à dire. Parce que comme on vient de le voir, même Zelensky lui-même n'a plus son mot à dire. C'est qui est en scène? C'est qui se met en scène? Et le truc qui me tue, et le truc qui me fait le plus rire, c'est que ces gens-là, en Occident, ces soi-disant experts, ces soi-disant hommes d'expérience, ces sages, on se rend bien compte que ces gens-là n'ont l'expérience de rien et ne comprennent rien et ne savent rien parce que tous ces gens-là, dans les campagnes précédentes, n'ont fait que propager la propagande pro-gouvernementale quand on a renversé Saddam, quand on a renversé Kadhafi, quand on a renversé toutes les personnes qu'on a renversées. Ils se contentaient de raconter le récit qu'on leur avait demandé de raconter aux gens sans le contredire, sans le vérifier, sans un travail critique. Et qu'aujourd'hui, face à ce qui se passe sur les terrains, ils sont incapables de faire un travail critique parce qu'ils sont habitués à voir leurs politiciens qu'ils soutiennent se mettre en scène. Et donc, ils se disent forcément, si les nôtres se mettent en scène comme ça, mentent comme ça, c'est que, probablement, en face aussi, ils sont en train de faire la même chose. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Mais, au-delà de dire que c'est vrai ou pas, il faut voir la vérité en face. Les Ukrainiens ont été défaits à Koursk, oui ou non? Oui. Les Ukrainiens ont été faits prisonniers à Koursk, oui ou non? Oui. Est-ce que des militaires qui se sont sacrifiés pour gagner tout ça accepteraient facilement que leur chef, qui n'est même pas sur place, vienne leur dire que vous n'avez plus le droit de faire des prisonniers ou d'éliminer ces gens-là qui, quand c'était à eux, n'hésitaient pas à vous éliminer? Non. Donc forcément, il faut venir sur place pour montrer d'enseignement que tu les soutiens. Mais en plus, pour qu'ils acceptent plus facilement, c'est que toi, tu leur demandes peut-être en leur partageant en privé ta vision de ce qui va advenir des choses après. Quand je dis ça, c'est une supposition que vous acceptez, oui ou non, comparé à cette dame. Ce qu'on vient de voir, c'est la séquence où il est entouré d'un parterre de gens industriels, hilars, ravis, épanouis. Et regardez comment elle parle de ça avec un dédain et un certain mépris. Mais ils étaient tous contents quand Emmanuel Macron avait fait la même chose, la bêtise de publier sa conversation privée avec Poutine où il prenait Poutine de haut et où il croyait qu'il était un acteur important de la scène internationale. Je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi, je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. Et je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain, les textes de loi sont proposés par des groupes séparatistes et pas par les autorités démocratiquement élues. Они демократически выбранное правительство. Они пришли к власти в результате кровавого переворота с убийствами и поджогами, и с сжиганием людей живьем. Вот. И Зеленский у вас из этой команды, судя по всему. Значит, диалог подразумевает учет интересов
другой стороны. Да, они представили свое предложение. Но эти сепаратисты, как ты их называешь, они же ответили. Ответа-то нет никакого. Где же диалог-то? Ce qui s'est transformé en camouflé parce que quelques jours plus tard, nous avons vu les Russes commencer l'opération spéciale dans le Donbass. Est-ce que quand ça s'est passé, ces gens-là se sont montrés aussi critiques avec Macron que là, ils sont en train de dire oui, avec un parterre d'industriels hilar, Et qu'on lui dit attention, Monsieur le Président, il me semble que vous avez. Enfin, c'est une scénographie extraordinairement à la fois glaçante, en fait, et très habile. Non, c'est glaçant parce que vous savez que vous l'avez fait plusieurs fois aux gens. Et aujourd'hui, voir quelqu'un faire cela à celui qui vous méprise, parce que comme je vous l'ai montré hier dans ma vidéo, comme Emmanuel Todd l'a montré, et comme beaucoup le savent, les États-Unis méprisent les Européens parce que les Européens sont serviles. C'est des serpents qui rampent devant les Américains. Ah oui, oui, mais attention, il y a deux mondes différents. Il y a ce qu'on appelle le monde occidental, qui est la sphère de domination américaine, en fait. L'OTAN plus la Corée et le Japon. Alors nous, on est dans le système. Mettez l'Australie aussi dedans. Oui, toute l'anglosphère. Ça va de soi. La Nouvelle-Zélande, si vous voulez, on peut rajouter des choses comme ça. Et le Canada, bien sûr. Et nous, on est dans le système. On est dans le système de pouvoir auquel nos dirigeants, appelons les choses par leur nom, notre oligarchie est soumise. Et donc nous, pour nous, c'est important. On croit que c'est important d'être bien avec les patrons. C'est pour cela qu'ils les détestent. Et donc vous ne pouvez pas faire ça aux Américains. Mais par contre, vous l'avez toujours fait aux Africains. Je rappelle François Hollande, au sommet de la francophonie, au Congo RDC, quand il y avait Joseph Kabila, il a débarqué avec un temps de retard, juste qu'on ne peut pas compter. Et ensuite, il n'a même pas salué celui qui faisait la cérémonie, Joseph Kabila. Il ne l'a pas salué, il ne l'a pas enlacé. Je ne sais pas comment est-ce qu'il avait même salué. Je crois qu'il n'avait même pas donné la main ou quoi que ce soit. Il avait juste fait un signe de la tête. Et il était parti enlacer le représentant du Sénégal à ce sommet-là. Ce mépris-là, vous l'avez fait aux gens en bien plus pire. Et ça n'a jamais été glaçant. Mais ici, vous auriez voulu que Vladimir Poutine écourte un rendez-vous officiel pour les intérêts de son pays pour aller parler au téléphone avec Donald Trump. Et là, vous trouvez ça glaçant. Par contre, ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment, et vous avez un mec comme le premier ministre du pays que vous servez, qui dit que ce n'était que les débuts et il va faire encore pire, ça, ce n'est pas glaçant. Mais, juste le fait de dire que voilà, le coup de fil va attendre, non, ça par contre c'est glaçant. Parce qu'il il a son temps, il n'est pas demandeur, oui. C'est l'autre qui est demandeur. Une expression un peu... Voilà. Surtout ici, notez bien, ils sont tous en train de prendre la mesure de quelle est la situation. Parce que quand il y avait Biden et que les Européens racontaient leurs conneries qu'eux-mêmes reprenaient à la télé et qu'ils ne voyaient pas en quoi ils étaient inférieurs ou qu'ils ne pouvaient rien face à la Russie, parce qu'il n'y avait pas de dialogue. Eux, ils continuaient à faire croire à la population qu'ils allaient réussir à battre la Russie sur le champ de bataille. Sauf que nous réalisons de plus en plus que sur le champ de bataille, c'est pas possible. Et maintenant, ils sont en train de prendre la mesure que ni sur le plan des sanctions, ni sur le plan de aucun plan, l'Occident n'est à mesure de renverser le rapport de force qui s'est établi avec le conflit ukrainien. Et donc aujourd'hui, ce ne sont plus les Américains, ni les Occidentaux, et encore moins Macron, qui a son mot à dire sur l'Ukraine. Ce que moi je disais ici sur la chaîne ne fait que se concrétiser. C'est lui qui a le dernier mot sur ce qui adviendra de l'Ukraine, c'est Vladimir Poutine. Et si l'Ukraine veut sortir du trou dans lequel il est en train de s'enterrer sous les pieds des Occidentaux, il ferait mieux de faire comme ils avaient fait avant, d'aller directement parler aux Russes sans passer par l'intermédiaire des Américains pour négocier au mieux
les garanties de sécurité qu'ils donneront à la Russie. Chose qu'ils avaient acceptée en avril 2022. Peu galvaudé en France de mettre des horloges qu'on a appliquées à Macron. Oui, mais là, c'est l'impression qu'il veut laisser à Moscou. Mettre des horloges. Non, c'est pas l'impression qu'il veut laisser parce qu'il ne parle même pas de ça. C'est vous qui parlez de ça. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte de la fausse propagande que vous avez fait par rapport à Macron, qui n'a jamais été ni Jupiter ni le maître des horloges, comparé à une réelle personne qui a réellement ces capacités-là et qui l'est. Vous avez dit qu'il était isolé, il n'est pas isolé. Vous avez dit que Trump allait le mettre ou pas, Trump le met ou pas, le met ou pas. Vous attendiez tous ce coup de fil, et ce coup de fil, le résultat, c'est que le président des États-Unis lui-même vous dit on n'a pas d'obtenir grand-chose parce que la Russie est en position de force. Voilà aujourd'hui la réalité des choses. Sur plusieurs fuseaux horaires, oui, parce que ça, la Russie, voilà. Et hier, Donald Trump disait, avant son coup de fil avec Vladimir Poutine, qu'il voulait en finir avec la question de la Russie et de l'Ukraine. On en est très loin. Il n'en a pas fini. Non. Il n'en a pas fini et il n'est pas fait mention, mais on ne sait pas ce qui s'est vraiment dit. Probablement, tout était, encore une fois, minutieusement préparé en amont. Probablement, par les équipes des deux côtés. Rien n'est dit en fait sur le sort de l'Ukraine. Alors qu'on voilà. Nous allons conclure ce passage par ces aveux de ces gens. Ni les Ukrainiens, ni les Occidentaux, et aujourd'hui, ni leurs médias ne savent ce qu'adviendra de l'Ukraine. La personne qui sait ça, c'est Vladimir Poutine et Donald Trump. Voilà. Le mot est dit. Donc tous ceux qui vont croire encore Macron qui fait du bruit, tant pis pour eux. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.